bonjour. Sonia, bonjour. Bonjour Sam. Nous sommes enfin à Cannes, finalement, dans votre petit paradis, on va dire. Non, c'est ça. Les gens vont croire qu'on ne travaille jamais avec la mer derrière. Aujourd'hui, franchement, il n'y a pas de quoi aller à la plage. Donc, autrement, on serait allé à la plage, c'est ça un peu. S'il y avait eu. On va voir si ça se dégage. Avec des petits dossiers, là, comme ça, sous le parasol. Bon, en tout cas, aujourd'hui, le temps n'est pas au rendez-vous. Mais nous, on est là. Le temps est au travail. Pour une nouvelle saison de cas par cas. On se rapproche de la 100e, on m'avait dit. Donc, ce qui serait bien, c'est de voir un petit peu, un petit synthèse des UDRP. Des UDRP, des décisions UDRP, des points clés qu'on a pu retenir au cours de ces différents cas qu'on a fait depuis le début avec vous. C'est intéressant, très bien. Allons-y alors. Donc je vais rappeler simplement les choses que maintenant tout le monde commence à savoir. Donc l'UDRP, c'est la procédure qui concerne les GTLD, les .com, .biz, .name, etc. Et certains CCTLD, donc pour les points pays, plus communément connus sous ce nom-là. On a l'Australie par exemple, la Suisse, des pays un peu plus exotiques comme Tuvalu, le Pakistan, l'Équateur, les îles Coco. Donc on verra un petit peu plus tard qu'il y a certains pays qui ne sont pas, certaines extensions qui ne sont pas concernées par l'UDRP malheureusement, et on verra un petit peu plus tard. Donc les conditions, rappelons-le brièvement s'il était nécessaire. Donc les conditions sont un nom de domaine identique ou quasi identique ou similaire à une marque, antérieure bien évidemment, l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux, une réservation de mauvaise foi et un usage de mauvaise foi. Donc, ces conditions sont toujours d'application évidemment. On fait un petit rappel de tous les éléments dont il faut prendre en considération pour bien mener sa procédure en UDRP, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc au niveau purement procédural, ce qu'on aura retenu de toutes les décisions qu'on a pu commenter, c'est le pragmatisme de l'OMPI. Notamment dans le cas La Quinta Insox, c'était le cas numéro 18. Rappelons-nous que l'OMPI avait accepté des observations qui avaient été rendues par le défendeur 3 jours après le délai officiel. Alors l'OMPI s'était quand même posé des questions, avait analysé les éléments de fait, notamment que le défendeur avait dit qu'il était malade, qu'il n'était pas représenté par un conseil, etc. Et finalement avait accepté ces observations, bien que présentées dans un délai trop tard, voilà, 3 jours après le délai, ce qui n'était pas non plus 3 mois après. Et ça, c'était appréciable, la logique étant de favoriser la décision et de favoriser la communication la procédure. Entre les deux parties. Voilà, exactement. Ensuite, dans un cas un peu plus récent, myspace.com, le cas numéro 45, il avait été question de la langue de la procédure. Initialement, c'est le coréen qui aurait dû être la langue de procédure, puisque la réservation du nom de domaine avait été faite auprès d'un registre coréen. Donc, théoriquement, c'était le coréen qui s'appliquait. Et là, la plainte avait été déposée en anglais. Et l'OMPI a en fait accepté quand même la plainte en anglais parce que le site internet litigieux était en langue anglaise, donc à destination d'un internaute anglais, et il a souhaité retenir l'anglais. On voit que l'OMPI, tout en étant rigoureux, sait s'adapter au cas d'espèce en fait. Donc je le trouve assez pragmatique et saluons cette chose. Ça, c'est pour ce qui est la procédure. Au niveau du temps déjà, et donc souplesse au niveau de la langue aussi, et donc et aussi souplesse naturelle, non? Alors ensuite, pour ce qui est de l'appréciation, on voit certaines choses qui se dégagent. Alors on va parler des preuves qui peuvent être soumises pour caractériser la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux. Alors, la jurisprudence est fixée autour de certaines preuves qui, à elles seules, peuvent suffire à retenir la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine. Alors, par exemple, dans le cas numéro 3, souvenons-nous, c'était elitemodelworld.com. Dans ce cas-là, en fait, le site internet, le nom de domaine, redirigeait vers un site internet qui a trait à la pornographie. Donc c'était du porno squatting qui était clairement caractérisé. Et là, à ce moment-là, généralement, l'OMPI tranche très rapidement. Nom de domaine identique ou quasi identique, plus site pornographique, égale forcément transmission du nom de domaine en faveur du demandeur. C'est pas le genre de problématique qui
nécessite beaucoup de débats. Donc là, en général, ça va très vite. Des sortes d'automatismes en fait qui se mettent en place chez les experts. Ça facilite aussi leur tâche pour les litiges à venir quand on est dans ce genre de cas. Donc dernier exemple, lorsqu'on a un nom de domaine identique ou quasi identique à une marque de surcroît notoire, et que ce nom de domaine n'est pas utilisé et ne donne lieu à aucun site internet, on a en fait un blocage du titulaire légitime qui aurait pu réserver ce nom de domaine également. Et là, on tombe également dans la mauvaise foi caractérisée. Donc pas de débat, encore un cas simple de résolution d'un litige UDRP. D'accord, c'est-à-dire en fait détention d'un nom de domaine sans en avoir le droit. Parce que le droit sans en avoir d'usage aussi, sans l'utiliser. Quand on le bloque, c'est un peu comme si on voulait embêter celui qui avait la marque. Donc dans ces cas-là, on perd le nom de domaine aussi. Voilà. Alors à l'inverse, on va voir que certaines preuves ne suffisent pas à elles seules à caractériser la mauvaise foi. Il s'agit dans le cas laquintainsucks.com également, cas numéro 18, l'absence de réponse à la lettre de mise en demeure ne suffit pas à elle seule à constituer la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux. Dans le cas numéro 49, wendy's.net, il n'y avait pas eu de réponse à la plainte par le titulaire du nom de domaine litigieux. Également, l'OMPI est ferme là-dessus. À elle seule, ça ne constitue pas une preuve de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux. Ensuite, au niveau des limites de la plainte, parce qu'il y en a, on a deux sortes de limites. Une limite qui tient à la compétence même de l'OMPI et des limites qui tiennent à la liberté d'expression sur Internet. Alors au niveau des compétences de l'OMPI, dans le cas numéro 7, velcro.biz et 9, eliteelegance.com et elitemodel.org, l'OMPI n'avait pas pu se prononcer sur le caractère générique d'une marque, c'est toujours le cas. Il n'est pas compétent pour dire si la marque est valable ou non, si elle est déchetable ou non, qu'elle soit en fait non utilisée ou qu'elle soit générique. Donc là, il ne peut pas se prononcer là-dessus, ça relève des instances nationales. Ensuite, toujours dans le cas La Quinta Insucks, on avait vu que l'OMPI ne pouvait pas non plus se prononcer sur les allégations, fallacieuses ou non, des contenus sur le site internet. Là également, il fallait s'en référer aux instances nationales. Donc on voit que l'OMPI a quand même ses limites, ce qui est tout à fait logique, on est quand même dans une procédure simplifiée ici. Les limites de la plainte aussi tiennent également du fait de la liberté d'expression, de la libre information. On peut utiliser des noms de domaine qui reprennent des marques pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir critiquer, pour pouvoir informer. Il y a quand même des conditions qui sont strictes qu'il faut respecter pour pouvoir utiliser ces noms de domaine. Donc dans le cas numéro 2, cdg-express.com, la liberté d'expression cette fois-ci n'avait pas été retenue parce que même s'il y avait la mention qui apparaissait site non officiel, ça ne suffisait pas en fait à éclairer l'internaute sur la nature du site internet en cause. Les experts sont un petit peu partagés, on a une tendance européenne et une tendance américaine. La tendance européenne veut que en fait, l'internaute, avant d'arriver sur le site internet, puisse identifier dans le nom de domaine qu'il s'agit bien d'un site internet qui va critiquer la marque en question, la société en question. Danone.com. Voilà, par exemple. Alors là, dans l'affaire Je boycotte, la liberté d'expression avait été retenue parce que Je boycotte, donc c'était clair, c'était pas Danone qui allait dire, voilà, qu'elle est très connue de ce côté-là. Ensuite, on avait dans le cas numéro 12, sfrarnaque.com, la liberté d'expression n'avait pas non plus été retenue car ça n'exprimait pas clairement l'opinion du titulaire, c'est ce qui avait été retenu à l'époque, donc c'était diffamant. En ce qui concerne l'information, donc on a le droit d'informer, d'utiliser la marque en question. Dans le cas numéro 27, tgv-est.com, le titulaire n'avait pas pris soin de se différencier clairement du site internet de la SNCF, donc la liberté d'information en fait n'avait pas été retenue, d'autant plus qu'il contenait des bannières publicitaires, donc le titulaire avait un intérêt commercial en fait et cherchait quelque part à capter la clientèle de la SNCF pour obtenir un revenu supplémentaire. A l'inverse, en fait, les experts américains, eux, sont plus pro-liberté d'expression, si j'ose dire,
Mais il est clair que quand on tombe sur un site internet soit de critique, soit d'information, à partir du moment où il est utilisé avec un intérêt commercial ou contenant des liens commerciaux qui génèrent un revenu pour le titulaire du nom de domaine litigieux, on n'est jamais dans un cas où la liberté d'expression sera retenue. L'idée en fait c'était de retenir ces points clés et je voudrais conclure avec le fait que rien n'est jamais gagné. Il faut toujours utiliser tous les petits éléments de fait qu'on peut retenir. Par exemple, que le titulaire du nom de domaine a fait l'objet de plusieurs condamnations dans le cadre du DRP, qu'il y a des liens commerciaux qui génèrent un revenu, etc. Il faut toujours ne pas se contenter d'un élément. Il faut tous les additionner pour réussir à convaincre l'expert. Ne jamais s'avouer gagnant d'avance. Créer un dossier complet en gros. Exactement. Voilà, avoir tous les tenants aboutissants de tout. Faire sa propre enquête en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Plus de Bon c'est très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Pour une première très complète et puis on se verra la semaine prochaine. D'accord, Ouais. très bien. Merci.